méthode a été conçue pour utiliser ces trois éléments, mais il n'y a pas de part égale. Le patient vient nous voir avec des attentes et des objectifs. Nous cherchons ensuite la meilleure preuve disponible pour répondre à ces attentes et, parfois, cela ne pourrait être qu'un avis d'expert basé sur de la recherche fondamentale quand la littérature ne fournit rien d'autre. Et nous nous servons de notre expertise clinique pour vérifier si cela s'applique à la personne que nous avons en face de nous. Nous pouvons ensuite proposer les différentes options aux patients pour pouvoir faire une prise de décision partagée et éclairée. L'expérience n'est pas là pour remplacer la meilleure preuve, elle est là pour permettre son application ou non. Prenons l'exemple d'un cas clinique. Une patiente de 69 ans qui a des difficultés à la marche suite à la pose d'une prothèse totale de hanche il y a 2 mois. Son objectif principal est de pouvoir marcher sans boiterie. L'examen clinique indique une faiblesse du quadriceps, pouvant peut-être expliquer cette boiterie. La littérature nous indique que moins de 15 séries de presse à 85% de sa force maximale par semaine, avec du repos de 2 minutes ou plus entre les séries, est un bon traitement pour la force. Cependant, notre expertise clinique nous indique qu'étant donné sa condition physique, sa peur de la charge et sa douleur qui augmente après la presse, il faut plutôt chercher des exercices moins contraignants. On établit alors une liste d'exercices au poids du corps et on laisse la patiente choisir les exercices qui l'intéressent le plus. De plus, la communication a également son importance dans la démarche EBP, puisque l'on a des preuves sur l'effet de l'empathie, de l'éducation à la douleur, des méthodes de discours comme l'entretien motivationnel sur les comportements, etc. Bon, soyons clairs, une fois pour toutes. Une technique EBP, ça n'existe pas. En Evidence-Based Practice, on recherche dans la littérature la meilleure preuve disponible que l'on va ensuite confronter à la situation clinique. On pourra donc utiliser des techniques qui ont de fortes preuves de supériorité, de faibles preuves de supériorité, de faibles preuves de non-supériorité, voire même de fortes preuves de non-supériorité du moment où cela n'est pas délétère. L'important, c'est ce qui est le mieux pour le patient, et ce à long terme, pas juste sur la séance. On rajoute simplement une dimension à notre expertise clinique, qui inclut du suivi à long terme par rapport à un autre soin. Pour faire de l'EBP, il faut chercher la meilleure preuve disponible. Et formation, c'est une autre histoire. Si on n'applique que ce que l'on a vu dans la dernière formation au lieu de faire de la recherche, même si tout le monde dit que c'est EBP ou que c'est écrit dans le nom de la formation, on ne fait pas d'EBP. C'est une autre manière de pratiquer qui est tout à fait valable, peut-être plus proche de ce que l'on appellerait l'Evidence Informed Practice, la pratique informée par les preuves. L'EBP n'est pas la seule méthode qui existe, c'est juste la plus consensuelle.